Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai repris ce livre sur le système de Laurie D. Tout simplement pour répondre à une question de plusieurs internautes. On m'a envoyé des vidéos où on voit des gens qui font des techniques avec moult mouvements. Le gars il me dit qu'est-ce que c'est, je lui dis ça, c'est des techniques qui ont été mises au point pour le cinéma, où ils ont pris un mélange de plein de choses qui sont spectaculaires. Comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, enfin une de mes dernières vidéos, les premiers films qu'on a vus, les arts martiaux, donc on peut dire la première notion de l'idée même des arts martiaux que l'on a eu, à part les quelques livres très, très bons pour faire des photos, hein, très, très scandés. C'est-à-dire que pour faire un mouvement comme ça, c'était 1, 2, 3, 4, et les gens après dans les katas, ils faisaient 1, 1, 1, enfin, j'exagère à peine. C'est-à-dire que pour faire ça, ils faisaient 1, 2, 3, 4, voilà. Et ils faisaient dans les katas, voilà. Donc ils n'ont pas compris que c'était un seul mouvement. Et ce qu'on a vu dans les films, ce qui nous a donné notre référence, nous on n'est pas d'écran. On avait le cinéma une fois par semaine et on voyait donc sur des super écrans des types qui venaient du cirque de Pékin avec leur technique de cinéma. Bon, bien sûr avec un fond de propagande chinoise, pro-communiste, communautaire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est par là, c'est que le cinéma a toujours choisi qu'est-ce qui fait le plus de cinéma. Le spectacle choisit ce qui est le plus spectaculaire. J'ai expliqué, nous sommes dans une sorte de société du spectacle marchand, et donc pour que ça soit vendable, il faut que ça plaise, pour que ça plaise, il faut qu'il y ait du mouvement. Si quelqu'un attaque et qui fait ça, évidemment c'est efficace, c'est comme ça que ça devrait se passer, il suffit de voir les animaux se battre, mais c'est pas spectaculaire. Et je ne sais pas si j'avais déjà parlé de l'anecdote, Hiromu Suzuki avait été sollicité pour faire... c'était pas un James Bond, c'était un truc dans ce style-là. Tout à fait au début, dans les années 60, et quand on lui a demandé de régler les scènes de combat, il a fait des trucs efficaces qu'il avait appris de l'aïkibudo de son père. Et le scénariste disait oui, mais enfin c'est pas spectaculaire. Et lui disait non, mais c'est comme ça. Et il a dit mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui passe à la caméra avec des grands gestes, et non pas je te prends, je te donne un coup de boule et je te jette avec le pied. Non, il voulait que le combat dure 10 minutes. C'est un OSS 117 ou un truc comme ça. Et c'était le début de la fin. C'était le début de la fin, parce que je vous parle de ça, on est dans les années 50. Imaginez-vous ceux qui sont nés, comme j'explique toujours, parce que c'est un grand bouleversement pour ceux qui l'ont connu, mais il faut avoir plus de 60 ans, et les neurones intacts pour l'avoir constaté et pouvoir en témoigner. Les années 80 étaient un énorme bouleversement sur plein de choses. Donc avec les années Bruce Lee, avec tous les sosies de Bruce Lee, pseudo-suzy, la course au sosie de Bruce Lee pour faire un film sur la vie de Bruce Lee Linda Lee faisait partie du jury pour choisir le sosie de son mari. Il y a eu des milliers, il y a eu des Noirs, il y a eu des Rouquins, il y a eu des Sud-Américains, il y a de tout qui sont venus faire le sosie de Bruce Lee. Hein. Je rigole pas. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on voulait faire du cinéma. Donc le moindre film, c'était du cinéma. Et maintenant, dans les 2018, le moindre clip vidéo, le moindre technique quelle que soit la technique, je dis bien quel que soit le continent d'où vient la technique de combat démontrée par l'expert, c'est du Bruce Lee. C'est du... Bam, on se tape dessus, on se fout des claques, on donne des cris, on miaule, on fait le grand écart, on laisse la jambe au-dessus de la tête, etc. Tout le monde sait très bien, tu balances la jambe au-dessus de la tête, l'autre il recule pas, c'est toi qui te casses la gueule. Enfin bref. Donc, pour répondre aux internautes qui m'ont demandé ce que je pense de tous ces trucs-là, déjà je vais simplement vous lire. Je vais vous préparer une vidéo pour expliquer vraiment à quel point on a été mystifié. Ça franchement, j'avais dit que j'attendrais 5000 abonnés. Voilà, comme je dis, il faut avoir les neurones intacts, avoir plus de 60 ans, avoir connu le changement des années 80 et
Et puis être honnête, bien sûr, pour avoir envie de transmettre ça, et pas dire je m'en fous, on laisse les gens dans la mystification. Donc, simplement, tout ce qui est le plus critiqué dans les techniques de Systema, oui, je dis tout simplement, c'est le titre du livre, hein, tout simplement Systema. C'est la vitesse d'exécution. Peu de gens comprennent la vitesse d'exécution. Un ami a fait une vidéo, une chaîne de vidéos sur le maniement des armes, a expliqué il faut driller 1000 fois le mouvement le plus doucement possible, parce que plus vous allez doucement, plus le corps a la possibilité de connecter des neurones pour bien comprendre. Si vous êtes là et vous êtes là, ça fait 1, 2, vous êtes binaire, 1, 2. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Vous ne savez pas. Il y a quelqu'un qui passe en tendant un objet, vous avez un gamin qui passe entre les deux, bim, ben il se ramasse parce que vous êtes absent entre là et là. C'est ce qu'avait expliqué Tokitsu pour les pompes. Mais bon, j'expliquerai peut-être ça en détail. Enfin, comme moi je réponds à vos questions, vous voyez, je suis, comme on dit, la personne qui a un certain savoir, mais si vous ne me posez pas la question, je ne vous l'impose pas. Donc là, on m'a posé la question sur est-ce que c'est parce que c'est plus rapide que c'est efficace? Non, c'est plus rapide, c'est plus spectaculaire. Si c'est plus spectaculaire, ça vous plaît, parce que vous avez une impression d'efficacité, et surtout, ça correspond à ce que votre cerveau était formaté en regardant les films de cinéma, et maintenant les DVD et les clips vidéo et des pseudo-experts qui inventent leur art martial, soi-disant en prenant des noms qui existent déjà, ou même en inventant le nom, japonais de préférence. Voilà. Donc le chapitre du livre, tout simplement Systema, c'est adaptation de la vitesse du déplacement. Et après, je vous laisse une petite surprise. Si vous allez à 100 à l'heure quand votre opposant va à 10 km/h, vous ne pourrez pas aller à 1000 à l'heure quand il ira à 100. Ça, c'est Jérôme Cadian, que je ne connais pas, hein, qui a dit ça. Donc, il est cité dans ce livre. Aller vite, c'est joli. Ça impressionne et cela donne une impression d'efficacité. Malheureusement, c'est surtout un piège dans lequel risquent de tomber de nombreux pratiquants. Entendons-nous bien. En situation réelle, les pratiquants avancés de Systema sont rapides, très rapides. Toutefois, ils ont développé une qualité que l'on ignore trop souvent, l'adaptabilité à la vitesse de leur opposant. C'est ce travail que l'on cherche à affiner lors de l'entraînement. Même si parfois il est bon de travailler à vitesse réelle ou approchant, le plus gros du travail doit être fait au ralenti, je dirais même le plus lentement possible. C'est même une façon évidente de voir le niveau des pratiquants de Systema. Plus ils sont expérimentés, plus ils travaillent lentement. Pourquoi? Parce que la lenteur permet déjà de percevoir les différents temps, donc de chercher et de trouver de nouvelles réponses créatrices dans divers moments de l'attaque. De plus, la lenteur facilite la mémorisation corporelle du mouvement. C'est ce que je vous disais, c'est très important. La lenteur permet d'éviter le stress de l'attaque parce qu'on la voit venir. Donc, comme vous avez largement le temps d'avoir arrivé, vous pouvez calculer, vous pouvez maintenir votre détente. C'est très important. Dans la vie aussi. Hein. Pour le non-expert, une attaque rapide fait peur. Et le stress pousse la personne non pas à chercher à créer ou expérimenter de nouvelles solutions, mais à faire dans l'urgence ce qu'il sait faire de mieux. Bref, on peut voir partout des débutants allant trop vite, oublier le Systema. Pour tomber dans la réponse stéréotypée de l'art martial qu'ils pratiquaient auparavant, quand ce n'est pas la bonne vieille méthode primitive du poing lancé au hasard au visage de l'adversaire. Cela, du partenaire, pardon, c'est très important. C'est un partenaire qu'on a en Systema, c'est pas un adversaire. Et puis il n'y a pas de compétition, il ne sera jamais en face de vous pour vous balancer. Donc, parce que j'ai vu certains clubs où quelques semaines avant la compétition, le mec il arrive, vous cassez un doigt ou il vous fout une béquille pour ne pas se trouver en face de vous pendant les sélections, d'accord, les éliminations. Cela augmente les risques de blessures inutiles et empêche l'apprentissage correct de l'art martial. Aller vite, c'est aussi augmenter la peur chez l'autre, et parfois chez soi. La peur de faire mal ou de se faire mal est toujours présente, qu'elle soit consciente ou non. Travailler lentement est le meilleur moyen pour apprendre. La lenteur offre également le luxe de prêter attention aux détails. Les détails ouvrent souvent de nouvelles opportunités en termes d'action et permettent plus de subtilité. Alors ça c'est important. Toujours aller
dans le contrôle. Le nombre de personnes que j'ai vues qui venaient d'autres systèmes de combat me dire, on rentrait chez nous, on tremblait, on était speedé, on avait peur au moindre bruit parce qu'on avait monté l'adrénaline et puis qu'il faut plus d'1 heure pour la faire descendre. Donc vous avez 1 heure de cours, pendant 1 heure on vous pousse à crier ou à faire des mouvements hyper rapides. À partir de là c'est fichu, hein. Vous rentrez chez vous, vous tapez dans les chaises, vous rentrez dans la voiture, vous êtes hyper énervé, etc., etc. Voilà, donc j'avais fait un petit texte, ça c'est ma petite surprise, ma première petite surprise. J'avais fait un petit texte. Déjà, je prends la base que si je fais ces vidéos, c'est pour vous aider, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai absolument aucun intérêt à le faire. Je ne dis pas mon art martial ou ceci et cela est meilleur que l'autre. Moi, je me base sur le côté théologique, le côté hormonal. Vous rentrez chez vous, vous êtes détendu, c'est bien. Vous rentrez chez vous, vous êtes complètement speedé. Faut changer, quoi. Voilà. Lève un peu. Encore. Voilà. C'est de rester comme ça. Super. Donc, mon texte, il est simple. Si pour guérir de vos peurs, vous préférez trouver refuge dans un passé exotique imaginaire, inventé au XXe siècle, pratiquez ce qu'on vous a vendu comme étant des budo, voire du kung-fu. Si vous n'avez pas de problème avec votre culture occidentale et le moment présent, c'est-à-dire le temps présent, faites du crossfit et du MMA, en sirotant du Red Bull, du Monster et autres boissons énergétiques. Et quand vous aurez enfin compris que la violence ne résout rien et que l'autodestruction ne vous sauvera pas, pratiquez le systéma de Ryabko. Voilà. C'est mon avis. C'est mon avis après un demi-siècle d'expérience. Alors j'en ai un petit peu marre de voir des gars qui ont 17 ans qui me disent que non, que ce que je raconte c'est des conneries. Bon, voilà. Un Delavier, il a répondu là-dessus très bien en parlant des trous du cul du net, hein, de ceux qui n'ont rien fait dans leur vie, parce qu'ils ont 3 ans de licence dans tel club, ils connaissent tout. Voilà. C'est mon avis. Alors si vous me prouvez que j'ai tort, ben, je vous assure, je change d'avis. Hein. Prouvez-moi que mes études historiques sont fausses. Hein, voilà. J'avais conclu par prenez soin de vous, puis à votre âme. Et puis la question est pourquoi la première phrase? Pratiquez ce qu'on vous a vendu comme étant des budo et du kung-fu. Donc ce côté passé, donc, qui n'est pas de notre époque, exotique, qui n'est pas de notre culture, et imaginaire, qui a été inventé au XXe siècle. Alors on me parle d'arts martiaux, sauf que dans un livre écrit en 1927 de l'école française d'Extrême-Orient, une branche ésotérique de je ne sais quoi, on parlait du livre qui a été écrit en 1901 qui s'appelle Bushido, l'âme du Japon. The Bushido, Soul of Japan de Nitobe. J'en parle souvent, Inazo Nitobe. Alors je vais simplement vous lire, tout simplement, la critique de ce livre. Il y a eu une espèce de chape de plomb, c'était la grande mode de l'orientalisme, du japonisme en particulier. Donc, nous sommes en 1927. Cet ouvrage n'est pas tout à fait un nouveau venu. C'est en effet vers 1901 que parut la première tradition anglaise. Mais les critiques qu'elle a suscitées semblent être passées inaperçues, si l'on en juge par le nombre d'éditions atteint. Donc le livre Le Bushido. Hein. En tout cas, c'est la première fois que ce livre est présenté au public en français. En français, il n'est pas inutile de redire à son sujet quelques vérités essentielles. Le terme Bushido a été créé. Ouais. Le terme Bushido a été créé à la fin du siècle dernier, donc du 19e siècle, par le vicomte Yamaoka, sans doute sur le modèle du mot Shinto. Yamaoka se proposait, au cours de conférences où il employa le mot pour la première fois, non pas d'exposer un prétendu code de samouraï, mais de dicter à ses concitoyens des préceptes moraux, renouvelés du confucianisme et du bouddhisme et adaptés à la vie moderne. On est loin du code des samouraïs. Hein. Il faut croire que ce mot n'éveillait pas grand-chose dans leur esprit, puisque jusqu'en 1904, où parut le dictionnaire franco-japonais de Le Maréchal, aucun lexique ne lui avait encore donné asile.
Et M. Belsor ne se rappelle pas l'avoir entendu au Japon avant son second voyage de 1914. Vous vous souvenez que j'avais fait sur ma page Facebook des scans d'un livre sur le Japon impérial qui datait de 1800 et des poussières, et 1870 ou 1880, et il y avait 4 ou 5 pages basées sur le militaire. C'est-à-dire le Japon, l'armée, l'aspect militaire, avec des moult détails, nombre de fusils, nombre d'instructeurs français, allemands, etc., etc. Et pas une fois le mot Bushido n'est présenté. Pourquoi? Parce qu'il a été inventé en 1901. D'accord? Donc, je répète, M. Belsor ne se rappelle pas l'avoir entendu au Japon avant son second voyage de 1914. Entre-temps, il s'était transformé. Au lieu de désigner une morale nouvelle, il était devenu, sous la plume de M. Nitobe, un fait historique. Il avait fallu toutefois que ce nouveau-né, à peine viable, alla chercher à l'étranger vigueur et santé. C'est-à-dire au Japon, tout le monde s'en fout. L'existence et la teneur des conférences de Yamaoka suffiraient à enlever tout crédit à la thèse de M. Nitobe. Si un doute subsiste encore dans l'esprit de lecteur, qu'ils veulent bien se reporter aux preuves que donne l'auteur. Le Bushido, dit-il, page 32, était le code des principes qui étaient enseignés aux chevaliers et qu'ils étaient tenus d'observer. Ce n'est pas un code écrit. Il consiste surtout en certaines maximes, ou transmises oralement, ou transcrites par la plume, formulées par quelques guerriers fameux ou par quelques savants célèbres. Le plus souvent, c'est un code qui, n'étant ni énoncé ni écrit, bénéficie d'autant plus de cette consécration puissante que confèrent à la fois le fait réel et la loi non écrite. Alors, nous ne payons pas de mots, comme l'auteur de cette belle phrase, et nous demandons à connaître ce qui est écrit. Or, le seul texte que citera M. Nitobe est le bouquet Hato, le bouquet no Hato, ou bouquet Shohato, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Et c'est pour déplorer qu'il ne s'y trouve rien sur la question. La vérité historique est quand même plus exigeante que M. Nitobe ne semble croire. Donc en gros, c'est un conte de fées. Hein. Alors, j'en ai d'autres. Son livre est farci de citations empruntées à une centaine d'auteurs. La liste d'ailleurs incomplète figure à la fin du volume. Malheureusement, M. Nitobe commet une erreur fondamentale en nous attribuant une tournure d'esprit que le XVIIIe siècle a fini de détruire chez nous, mais qui subsiste au Japon. L'autorité d'un nom ne confère pas à une opinion une valeur scientifique indiscutable. Guillaume Lemagnan en a déjà parlé plusieurs fois, c'est pas parce que vous avez un nom ou un écrit que c'est vrai au Japon. Ce n'est pas parole d'évangile comme chez nous jusqu'au XVIIIe siècle. Et même s'il en était ainsi, les autorités invoquées par M. Nitobe sont par trop mélangées. Nous y trouvons les prophètes de l'Ancien Testament, les philosophes grecs et allemands, les encyclopédistes Bismarck, des romanciers, des poètes Shakespeare, des pasteurs américains, des auteurs d'ouvrages pour la jeunesse, etc. Puisqu'il parle, je pense, de celui qui a inventé le scoutisme, qui avait écrit son livre, d'ailleurs, là-dessus. Cette fausse érudition ne nous convainc nullement. Elle a par contre joué plus d'un mauvais tour à l'auteur du Bushido. Alors, vous voyez le chapitre burlesque, page 161-165, où avec l'aide de Shakespeare, Moïse, Isaïe, Jérémie, David, etc., il nous démontre que le ventre est le siège de l'âme, et par conséquence, le harakiri, le mode le plus raisonnable de se suicider. Alors qu'en fin de compte, les 3/4 des suicides, c'était en s'ouvrant la gorge sur le côté. Des contes de fées, je vous dis. Je parle de fédérations qui utilisent le Bushido pour dire à leurs élèves qui font du karaté la droiture qu'il faut avoir. Quel rapport entre le Bushido et le karaté, déjà? À part que ça a été inventé au XXe siècle, hein, quelque part. Alors, le problème. Malheureusement, les Japonais ont été trop obsédés par le qu'en-dira-t-on des étrangers. Dans ces tentatives, ils restent trop souvent prisonniers de la crainte du ridicule. Et c'est un Japon dépouillé de ses originalités, paré de caractères empruntés à notre histoire occidentale, accommodé à la sauce européenne, dont ils nous font le portrait. Je vous rappelle que Nitobe était Quakers, donc protestants, évangélistes, Quakers. Donc c'est une secte chrétienne, qui a écrit son livre en anglais, certainement quand il était aux États-Unis avec sa femme américaine qu'il a épousée. Le Bushido de M. Nitobe est un exemple concret des tendances que je viens d'exposer de l'aveu même de sa préface, pages 19 à 20. Alors ça, c'est la préface.
Il y a environ 10 ans, alors que je passais quelques jours sous le toit hospitalier du distingué juriste belge, le regretté Monsieur de La Veleille, notre conversation, au cours d'une de nos promenades, tomba sur la religion. « Voulez-vous dire, demanda le vénéré professeur, que vous n'avez aucun enseignement religieux dans vos écoles ?» Sur ma réponse négative, il s'arrêta soudain fort surpris, et d'une voix que je n'oublierai de longtemps, il répéta « Pas de religion? Comment alors arrivez-vous à donner une éducation morale ?» La question me laissa tout d'abord désemparé, je fus incapable d'y répondre. Car ce n'est pas à l'école que m'avaient été donnés les préceptes moraux qu'on m'avait inculqués dans mon enfance. Et ce n'est que lorsque j'eus commencé à analyser les divers éléments dont se composaient mes notions du bien et du mal que je m'aperçus qu'elles m'avaient été suggérées et comme soufflées par le Bushido. Ce qui a été la raison déterminante de ce petit livre, ce sont les questions déterminantes de ce petit livre. Donc il a créé le Bushido après. Ce sont les questions fréquentes que me posait sans cesse ma femme, donc américaine, sur les motifs qui avaient fait prévaloir au Japon telle coutume et telle idée. En essayant de répondre d'une manière satisfaisante à M. de la Veleille et à ma femme, je m'aperçus que, à moins d'avoir compris les codes féodaux et le Bushido, les idées morales du Japon actuel resteraient lettre close. M. Nitobe découvre soudain une prétendue lacune dans le système d'éducation japonais. Il y va, pense-t-il, de l'honneur de son pays. Il faut absolument se justifier et retourner l'argument contre l'Occident. Qu'aurions-nous fait à sa place? Nous aurions répondu, mais nous donnons une éducation morale à nos enfants, pas à l'école, c'est vrai, mais dans la famille. C'est bien, en effet, le sens de la phrase de M. Nitobe, ce n'est pas à l'école que m'avaient été donnés les préceptes que l'on m'avait donnés dans mon enfance, mais ce ne serait pas japonais et contredirait les tendances que je viens de mettre en relief. Un japonais tourne 77 fois sa langue dans sa bouche avant de se faire une réponse aussi grave. Si les Européens allaient trouver ridicule l'enseignement confucianiste et bouddhiste tel qu'il est donné aux enfants japonais, c'est seulement après avoir contrôlé, au moyen d'autorités occidentales, et avoir soumis le résultat à sa femme américaine, qu'il se risquera à donner une réponse. Donc on lui a demandé, à M. Nitobe, Quakers, aux États-Unis, quelle était la morale des Japonais. Et lui, il s'est aperçu qu'il n'y en avait pas, donc il a essayé de trouver une réponse. C'est tout. Donc le Bushido, c'est une bullshit. Voilà, le Bushido, c'est quelque chose qui a été inventé par M. Nitobe. Et si on en parle, eh ben, on fait référence souvent au Buke Shohato, à quelques édits de daimyo, quelques codes écrits sur comment gérer les bushi, comme le Buke Shohato. C'est vraiment un livre qui explique comment arriver à gérer la caste derrière, mais c'est destiné aux daimyo, c'est tout. Et il n'y a pas vraiment de code moral, c'est vraiment comment gérer, comment discipliner. Voilà pour ma petite vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long. Voilà, donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Encore une fois, je n'ai absolument aucun intérêt. Ça me prend du temps de chercher. Et là, je vais vous faire bientôt une vidéo où là, je vais vous expliquer peut-être la même chose en détail, à quel point nous avons été tous et toutes mystifiés dans l'art martial, à quel point nous, comment dirait-on pour être poli, nous luttons pratiquement sur notre culture, cette fameuse culture que n'a jamais vue notre président, à quel point c'est top, c'est pop, comme on disait, c'est bat, comme on disait à mon époque, de s'occuper d'hindouisme, de japonisme, d'orientalisme et de chier sur sa culture. Voilà, c'est toujours mieux ce qui vient de l'extérieur et toujours mieux que ce que l'on a. Voilà, on est élevé à peu près là-dedans. Donc je vous expliquerai ça avec fort argumentaire et voilà. L'important c'est de pouvoir répondre à vos questions et que vous ne tombez pas dans des pièges en sachant que quand on commence à prendre une culture, on prend tout ce qu'il y a dedans. Je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois. On me l'a encore dit il n'y a pas longtemps. Si on prend quelque chose, vous prenez tout ce qui va avec. D'accord? Donc quand vous aurez compris que je vous aurai prouvé que par exemple, au hasard, le karaté est arrivé en France, par ce que disait Henri Play, c'est pas moi qui l'ai inventé, par des gens de l'extrême droite, puisque dès le moment que vous avez quelqu'un qui était plutôt à gauche, il était reconduit à l'aéroport par les gendarmes parce que soi-disant il entraînait le FLN, vous voyez. Donc relisez les chroniques et essayez de retrouver ça.
Hein, je vous le conseille. Donc ce sont l'extrême droite nationaliste, ultra-nationaliste, militariste, qui ont amené cet esprit-là du japonais en France. D'où l'esprit de certaines fédérations fascisantes, etc. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, et puis voilà, je vais essayer de travailler. Posez vos questions, je vais répondre. Si vous me pouvez prouver que ce que je dis est faux, pas de problème. Après, m'envoyez pas dans des trucs zététiciens du genre un seul témoignage n'est pas ta. C'est sûr que 1000 couillons qui regardent un truc et qui y croient, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort, comme disait l'autre, qu'ils ont raison. Hein. C'est 1000 couillons qui regardent la même mystification. Moi, je me souviens, les mômes qui sortaient en 73 ou en 74 du cinéma et qui faisaient du Bruce Lee, on en avait plein les dojos de karaté. Les types, ils sortaient des tatamis, ils se cassaient la gueule, ils donnaient des coups de pied, ils tenaient pas debout, ils dansaient, ils miaulaient. Nous, on les regardait faire, on comprenait pas, ils nous tournaient le dos en combat. Ils faisaient du cinéma. Il n'y avait pas de caméra, mais ils faisaient comme s'il y avait une caméra. Et c'est pas parce que vous aviez 80 personnes comme ça dans un dojo, et les anciens qui étaient 3 ou 4 qui les regardaient, que c'est parce qu'ils sont 80 qu'ils ont raison. Et que ce qu'ils font, c'était vraiment ça. Donc je pense que le karaté est mort le jour où les films de Bruce Lee est arrivé en France. Et voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Ok, donc je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà.